Bonsoir. Ce soir, je vais vous raconter une histoire vraie qui commence dans les dorures de Versailles, parmi les dentelles, les sourires feutrés et les mensonges. C'est l'histoire d'un collier, un bijou si somptueux qu'aucune reine ne voulait le porter. C'est aussi l'histoire d'un cardinal puissant, prêt à tout pour retrouver les faveurs d'une souveraine, et d'une femme, née sans rien, qui va manipuler la cour la plus raffinée d'Europe. Au milieu de tout cela, Marie-Antoinette, reine de France, cible facile, femme déjà mal aimée et bientôt haïe. Ce n'est pas un conte de fées, c'est un scandale, un piège, un miroir tendu à une monarchie qui ne savait plus se voir. Voici l'affaire du collier de la reine. Bonne écoute. Le soleil s'était levé sur Versailles dans toute sa splendeur. Ce 15 août 1785, jour de l'Assomption, la cour de France s'était parée de ses atours les plus éclatants pour assister à la messe célébrée dans la chapelle royale. Les lustres scintillaient de mille feux, les dorures brillaient comme autant de promesses de faste éternelle. Le peuple grondait à l'extérieur du château, comme toujours, mais à l'intérieur, la noblesse se croyait encore intouchable. Parmi les courtisans, le cardinal Louis de Rohan, grand aumônier de France, se tenait droit dans ses habits d'apparat. Haut prélat respecté ou craint, il était un homme d'église au train de vie digne d'un prince. Ce matin-là, il se préparait à assister à la messe, selon le protocole, lorsqu'un messager l'invita à se rendre immédiatement dans les appartements privés du roi. C'était inhabituel, très inhabituel. Dans la salle, le roi l'attendait, impassible. À ses côtés se tenait le baron de Breteuil, ministre de la maison du roi, et Miromesnil, garde des sceaux. La reine, elle, avait laissé au roi le soin de faire face à ce scandale. « Mon cousin, vous êtes accusé d'avoir compromis l'honneur de la reine dans une affaire que je n'ose à peine nommer. Avez-vous le collier ?» Le cardinal, pris de vertige, vacille. Il ne comprend pas, il bredouille. Le collier? Quel collier? Le collier, oui, celui qu'il croyait avoir remis à une amie fidèle de la reine, celui qu'il pensait avoir offert au nom de la souveraine pour gagner sa confiance, pour se réhabiliter après des années de disgrâce. Mais quelque chose dans l'atmosphère l'alerte. Ce n'est pas un malentendu. C'est une mise en accusation. Quelques instants plus tard, le cardinal est saisi par les gardes du roi, en pleine cour royale, sous les yeux stupéfaits des courtisans. Le silence s'abat. On entend seulement le cliquetis du métal de l'épée d'un garde, le froissement des soieries, un murmure effaré. Jamais un membre de la noblesse aussi élevé n'avait été publiquement humilié de la sorte. La reine, convaincue que la justice lui rendra raison, croit sortir blanchie de cette affaire. Elle ne sait pas encore que cette journée marquera le début de la fin, non seulement pour sa réputation, mais pour la monarchie elle-même. Et pourtant, rien n'était si simple. Ce collier, chef-d'œuvre de joaillerie, n'avait jamais appartenu à la reine. Tout commença avec une commande royale, un acte de passion coûteux destiné à flatter une maîtresse. Nous sommes en 1772, sous le règne de Louis XV, dit le bien-aimé. Déjà vieillissant, mais toujours épris de plaisir, le roi entretient une passion publique pour sa favorite du moment, Madame du Barry. Deux joailliers, Bemer et Bassenge, flairent l'occasion. Ils décident de concevoir un collier sans égal, espérant que le roi l'offrira à sa maîtresse. Ils veulent marquer l'histoire, non par une guerre ou une loi, mais par la plus somptueuse parure jamais conçue. Pour cela,
ils s'attellent à créer un collier de diamants d'une magnificence telle qu'aucune autre femme, ni à la cour de France, ni à celle d'Espagne, d'Angleterre ou d'Autriche, ne pourrait rivaliser. Il faudra des années pour rassembler les pierres. 674 diamants, taillés avec une précision d'orfèvre, pour un total de 2840 carats. Le collier est conçu comme un véritable corset de lumière, une composition dite en esclavage. 3 rangées de diamants tombant en feston, un pendentif central formé d'un solitaire de 12 carats, des rubans de pierres précieuses descendant sur les épaules et la poitrine, le tout orné de perles et de nœuds en soie bleue. Le prix, une somme démesurée, 1 600 000 livres, l'équivalent de plusieurs millions d'euros actuels. Assez pour faire vivre une province entière ou pour équiper une flotte navale. Mais avant que le collier ne soit achevé, Louis XV meurt en 1774 et Madame du Barry est exilée de la cour. Le bijou reste sans destinataire. Bemer et Bassenge, qui avaient avancé les fonds pour créer ce trésor, se retrouvent piégés. Leur fortune est engloutie dans ces pierres. Ils tentent alors, désespérément, de le vendre. Et naturellement, leur regard se tourne vers la nouvelle reine. Marie-Antoinette, épouse de Louis XVI, jeune, élégante, friande de mode et de bijoux. Ils la sollicitent à plusieurs reprises, mais contre toute attente, la reine refuse. Elle n'aime pas le collier. Le juge trop massif, trop chargé. On lui prête même cette remarque moqueuse, qu'il ressemble à un harnais pour chevaux. Mais rien ne prouve qu'elle l'ait réellement dite. Elle ajoute que l'argent serait mieux utilisé pour construire un navire de guerre, alors que la France soutient la rébellion des colonies américaines contre l'Angleterre. Et puis, dit-elle, elle ne porte que rarement des diamants, 3 ou 4 fois par an tout au plus. Pour les joailliers, c'est un refus qui équivaut à la ruine. Ils essaient de vendre le collier à d'autres cours royales, Espagne, Angleterre, Toscane, Russie, rien n'y fait. Le collier est trop cher, trop symbolique, trop français. En 1781, à la naissance du dauphin Louis-Joseph, le 2e enfant de la reine, une lueur d'espoir apparaît. Louis XVI, ému, est sur le point d'acheter le collier pour l'offrir à sa reine en guise de cadeau de maternité. Mais là encore, la transaction échoue. La situation financière du royaume est trop fragile. 1 an plus tard, Bemer, désespéré, tombe aux pieds de la reine, la supplie, parle de suicide. « Ne m'en parlez plus, tâchez de le vendre, et surtout ne vous noyez pas », lui répond Marie-Antoinette. Ainsi, ce collier, né d'un geste d'amour, devient une source de malheur, une obsession. Il erre dans Paris comme une relique maudite, changeant de main, exposé, déplacé, toujours refusé. Et bientôt, il attirera l'attention d'une femme habile et sans scrupules. Jeanne de Valois-Saint-Rémy, une aventurière au sang noble et aux poches vides. Elle n'y verra pas un bijou, elle y verra une opportunité. Elle se faisait appeler comtesse de la mode Valois, mais son nom n'était qu'un ornement de papier, un éclat d'apparence dans une vie bâtie sur les marges. Elle s'appelait en réalité Jeanne de Valois-Saint-Rémy, une descendante lointaine et illégitime du roi Henri II, née dans la misère, élevée un temps par la charité, puis abandonnée à elle-même. Mendiante, orpheline, manipulatrice brillante. Elle connaissait la valeur du sang noble sur un acte de naissance, même quand il ne servait que d'excuse à tendre la main. Mais Jeanne n'était pas née pour tendre la main. Elle voulait briller. Et si Versailles lui fermait ses portes, elle s'y glisserait par la fenêtre, en usant de ruse, de charme et de duplicité. En 1780,
Elle épouse Nicolas de la Motte, un jeune officier sans avenir, mais qui accepte d'usurper avec elle le titre de comte. Ensemble, ils forment un couple aussi instable qu'ambitieux, prêt à toutes les improvisations pour survivre dans une société où tout repose sur les apparences. C'est à cette époque que Jeanne se rend à Saverne, en Alsace, où réside le cardinal de Rohan. Elle cherche à se rapprocher de lui, certaine que cet homme influent pourrait lui ouvrir les portes de la fortune. Elle y fait la connaissance d'un homme dont l'histoire va bientôt se mêler à la sienne dans un scandale retentissant. Il s'appelle Louis de Rohan, cardinal de l'Église, évêque de Strasbourg, grand aumônier de France. Un homme de pouvoir, mais aux ambitions frustrées. Un homme en quête de rédemption. Rohan est riche, influent, habitué à être courtisé. Mais il est aussi vulnérable. Depuis une dizaine d'années, il est tenu à l'écart de la cour. Marie-Antoinette le méprise. Elle ne lui a jamais pardonné les libertés qu'il a prises à Vienne lorsqu'il représentait la France auprès de sa mère, l'impératrice Marie-Thérèse. Son comportement indélicat, ses propos moqueurs, ses excès, ses maîtresses affichées, tout cela l'avait éloigné durablement de la cour, malgré ses titres et ses fonctions prestigieuses. Et voilà que Jeanne lui glisse avec douceur et discrétion qu'elle connaît la reine. Mieux, qu'elle lui est proche, qu'elle est de ses confidences, de ses promenades secrètes, qu'elle peut peut-être faire quelque chose pour lui. Elle est belle, elle est noble, du moins elle le dit. Elle manie les mots avec aisance, l'émotion avec talent. Le cardinal, flatté, intrigué, touché, commence à y croire. Elle le fait patienter. Puis, un jour, elle lui apporte une lettre. C'est une note délicate, signée « Marie-Antoinette de France ». Un style raffiné, des mots choisis. Elle y parle d'une amitié naissante, d'une confiance retrouvée. Le cardinal la lit avec une émotion réelle. Il croit y reconnaître le ton de la souveraine. Il la relit. Il sourit. Ce qu'il ne sait pas, c'est que cette lettre est un faux. Un habile pastiche écrit par l'amant de Jeanne, Louis Rétaux de Villette, faussaire habile et libertin cynique. L'homme connaît les tournures de cour, les formules de politesse, les entête. Il imite la signature de la reine. Mal d'ailleurs. Il y ajoute « de France », alors que les reines ne signent que de leur prénom. Mais le cardinal n'y prête pas attention. Il veut y croire. À partir de ce moment, Jeanne entretient une correspondance régulière entre la reine et le cardinal. Elle devient la messagère, l'amie fidèle, la confidente qui murmure les intentions royales. Les lettres s'accumulent. Rohan s'attendrit. Il écrit à son tour, confie ses sentiments, sa loyauté, sa gratitude. Et toujours, la reine répond. Mais l'espoir ne suffit pas. Le cardinal veut voir la reine, ne serait-ce qu'un instant, un geste, un mot. Jeanne hésite, feint la crainte, puis cède. Elle évoque un rendez-vous discret, une entrevue de nuit, dans les jardins du Trianon. Elle engage pour l'occasion une jeune femme du palais royal, Nicole d'Oliva, courtisane de passage. Sa ressemblance avec Marie-Antoinette est suffisante, surtout à la lueur des étoiles. Pour 15 000 livres, elle accepte de jouer la comédie. Ce soir-là, le cardinal, vêtu de noir, marche vers un bosquet discret dans les jardins du Trianon. Il est 11 heures. La nuit est calme, douce. Il avance, le cœur battant, une silhouette l'attend, une robe claire, un voile léger sur le visage. Dans ses mains, une rose. Vous savez ce que cela signifie. Le passé est oublié. Vous pouvez compter sur mon amitié. C'est tout. Puis elle disparaît dans la nuit,
à peine salués par deux ombres surgies en hâte, l'une en livrée, l'autre feignant l'alerte. Le cardinal n'y voit que prudence, discrétion. Il est convaincu. Il a été accepté. De retour chez lui, il reçoit une nouvelle lettre. La reine regrette la brièveté de leur rencontre. Elle espère bientôt le revoir. Et Rohan, émerveillé, ne doute plus de rien. Il est redevenu un homme de confiance, un ami secret de la reine. Mais en réalité, il n'est que la première victime d'un piège qui vient de se refermer. Et ce piège, bientôt, ne visera plus seulement sa naïveté, mais aussi la réputation d'une reine et la stabilité d'un royaume. Le cardinal Louis de Rohan, convaincu d'avoir revu la lumière royale dans les yeux d'une reine déguisée, se sentait transformé. L'ombre de sa disgrâce s'éloignait. Il se levait chaque matin avec le sentiment d'avoir franchi une frontière invisible. La cour pouvait bien l'ignorer encore. Il savait, lui, que la reine l'avait accepté dans son cercle secret. Il devint plus généreux, plus souriant, plus sûr de lui. Il faisait don de sommes importantes à Jeanne de La Motte, censé les transmettre à la souveraine pour des œuvres, des services discrets, des faveurs à distribuer. Il lui remit des sommes importantes, plusieurs milliers de livres. Il ne demandait rien en retour, sinon la continuité de cette mystérieuse relation, cette illusion fragile d'un lien retrouvé. De son côté, Jeanne vivait comme une reine d'appoint. Elle tenait salon, s'entourait de personnages troubles, de nobles fauchés, de jeunes gens frivoles et d'escrocs talentueux. Parmi eux, son mari Nicolas, paresseux, bavard et prêt à toutes les manigances, mais aussi son amant, Rétaux de Villette, précieux faussaire et complice de toutes ses entreprises. Enfin, il y avait le comte de Cagliostro. Cagliostro, l'homme aux 1000 visages, aux 1000 noms. Mage, alchimiste, guérisseur, faiseur de miracles. Il promettait des élixirs de jouvence, des communications avec les morts, des révélations venues des astres. Il disait avoir visité l'Égypte, l'Inde, l'Atlantide. En vérité, il n'était qu'un escroc habile, mais son aura fascinait. Et le cardinal, homme de foi curieusement sensible au mystère, le tenait en haute estime. Jeanne le savait. Elle l'utilisa. Un soir, dans l'un de leurs salons, Cagliostro pronostique un avenir glorieux pour le cardinal. Il évoque les faveurs de la reine, la haute destinée promise. Rohan écoute, troublé. Il veut y croire. Peu après, Jeanne vient lui parler d'un projet secret. La reine souhaiterait acquérir un bijou, mais pas publiquement. Il s'agit d'un collier, un bijou ancien, somptueux, dont le roi avait refusé l'achat par souci de discrétion. La reine en rêve encore. Mais elle craint les rumeurs. Elle ne peut pas, dit-elle, l'acheter en son nom. Elle a pensé à vous parce qu'elle vous fait confiance. Le cardinal se fige. Il n'en revient pas. La reine lui confie une mission, un achat secret, un geste d'amitié, de confiance, peut-être plus. Jeanne sort une lettre. La reine y explique, toujours dans cette écriture fausse mais soignée, qu'elle ne peut faire ce geste seule. Elle demande à Rohan de servir d'intermédiaire. Elle promet de le rembourser en 4 paiements de 400 000 livres. Elle lui donne plein pouvoir. Le piège est désormais parfait. Le cardinal, comblé d'orgueil, ne songe pas à vérifier. Il signe. Le 1er février 1785, il rencontre les joailliers Beumer et Bassenge. Il examine une dernière fois le collier. Il pense à la reine, à sa confiance, à son regard dans les jardins du Trianon. Il conclut l'achat, signe les traites et laisse Jeanne organiser la remise du collier. Les joailliers lui livrent le bijou, pensant qu'il ira à la reine.
En réalité, c'est Rétaux de Villette, déguisé, qui s'en empare dans un appartement loué par Jeanne. Le cardinal, lui, ne reverra jamais le collier. Pendant ce temps, dans le tumulte discret des rues de Paris, les diamantaires s'activent. Le collier est démonté, maladroitement. Les pierres sont séparées, éparpillées, vendues à la hâte. Certaines partent pour Londres, d'autres pour Bruxelles. Le mari de Jeanne, Nicolas, voyage avec les plus beaux joyaux. Rétaux de Villette se charge du reste. Ils se partagent les sommes, achètent des chevaux, des meubles, une gentilhommière en province. L'argent coule à flot. Et la reine, elle n'en sait rien. Elle ne connaît même pas l'existence de cette transaction. Le bijou qu'elle a toujours refusé se promène désormais, pierre après pierre, entre les mains des bijoutiers londoniens. Mais le jeu ne pouvait durer éternellement. Beumer, inquiet, attend la première échéance de remboursement. Il ne voit rien venir. Il demande au cardinal, qui demande à Jeanne, qui l'assure. La reine attend l'occasion pour porter le collier, mais tout est en ordre. Qu'on ne s'inquiète pas. Si on pose des questions, qu'on dise que le collier est parti pour Constantinople. Le mensonge commence à se fissurer. Et ce n'est qu'un murmure, une question banale, dans l'ombre d'un cabinet de toilette qui va tout faire basculer. « Madame, connaissez-vous une affaire de collier de diamants ?» Ce jour-là, la première femme de chambre de la reine, Madame Campan, reçoit une visite inattendue. Le bijoutier Beumer lui parle du paiement en retard, de la dette de la reine, du cardinal. Elle n'en croit pas un mot. Elle court en parler à Marie-Antoinette. Marie-Antoinette écoute Madame Campan sans un mot. Le collier ? Quel collier ? Une dette de plus d'1 million de livres, contractée en son nom, sans qu'elle en sache rien. Et par qui ? Le cardinal ? Un silence glacé envahit le salon. La reine se redresse, la mâchoire crispée. Une colère froide monte en elle, une fureur rentrée, impérieuse. Elle comprend immédiatement. Ce n'est pas une simple confusion. C'est une usurpation d'identité royale, une offense, une insulte. Elle se tourne vers Madame Campan. Allez trouver le baron de Breteuil, qu'il vienne immédiatement. Breteuil, ministre de la maison du roi, fidèle à la reine et ennemi personnel du cardinal, entre quelques heures plus tard dans les appartements privés. Elle lui expose les faits avec une précision implacable. Il n'en faut pas davantage. L'occasion est trop belle pour frapper un homme qu'il déteste depuis des années. Breteuil propose de frapper fort, de frapper haut. Non pas un discret rappel à l'ordre, ni un règlement entre dignitaires, mais un coup d'éclat public, humiliant, irréversible. Le roi hésite. Il mesure la gravité du geste. Mais sa femme insiste. Elle veut laver son honneur devant toute la cour. L'accusation est trop grave pour être étouffée. Le roi cède. Le lendemain, le 15 août 1785, dans la chapelle royale, tout est prêt pour la messe solennelle de l'Assomption. Le cardinal, grand aumônier, s'avance avec lenteur vers l'autel. Il s'apprête à célébrer l'office. Il ne se doute de rien. Une main se pose sur son bras. Un officier du roi lui demande de le suivre. Il le conduit à travers les couloirs du château jusqu'aux appartements privés. Là, il trouve le roi, entouré du baron de Breteuil et de Miromesnil, garde des sceaux. « Mon cousin, expliquez-vous. Avez-vous le collier ?» Le cardinal, pâle, stupéfait, bredouille. Il comprend que quelque chose lui a échappé, que tout ce qu'il croyait maîtriser n'était qu'un château de cartes. Il veut se défendre. Il évoque la correspondance, la rencontre.
le secret de la reine. Il n'obtient en retour qu'un silence dur. Et comment avez-vous pu croire, monsieur le cardinal, que moi, qui ne vous ai pas adressé la parole depuis 10 ans, j'aurais pu m'adresser à vous pour une affaire de cette nature, aurait dit la reine plus tard. Louis XVI ne répond pas tout de suite. Il fixe l'homme qui fut autrefois son ambassadeur. Il pense à l'humiliation, à l'impudence. Puis il prononce calmement « Je fais ce que je dois. En tant que roi et en tant que mari, vous êtes en état d'arrestation. » Quelques minutes plus tard, le cardinal est arrêté publiquement dans la cour royale, sous les yeux de la cour médusée. Un silence de plomb accompagne son passage. Il quitte Versailles en carrosse, sous escorte, direction la Bastille. Jamais un homme de son rang n'avait été publiquement humilié de la sorte. La nouvelle se répand à une vitesse foudroyante. On murmure dans les salons, dans les antichambres, dans les jardins. Un cardinal emprisonné? Un collier disparu? La reine en cause? Ou pas? Tout le monde parle. Personne ne sait. À Paris, les rumeurs prennent feu. Le nom de Jeanne de La Motte circule. On dit qu'elle est impliquée. On parle de fausses lettres, d'amants, de faussaires, d'un mage, même d'un certain Cagliostro. Le peuple adore. C'est une comédie, une pièce de théâtre, une revanche sur les puissants. Le roi fait arrêter la comtesse de La Motte. Elle est retrouvée dans son hôtel particulier, couverte de soie et de rubans, au milieu d'une opulence qu'elle ne peut justifier. Elle nie tout. Elle crie à l'erreur, à la calomnie. Son mari est déjà loin. En fuite à Londres, il emporte avec lui ce qu'il reste des diamants, fondus dans les marchés anglais. Rétaux de Villette a trouvé refuge en Suisse. Nicole d'Oliva est retrouvée en Belgique, jeune, pauvre, égarée, sans comprendre l'ampleur de ce dans quoi elle a été entraînée. Même Cagliostro est embastillé. Une toile d'araignée, une histoire trop folle pour être vraie, et pourtant bien réelle. La reine pense encore que tout cela va la blanchir, que le procès révélera l'escroquerie, que l'opinion comprendra. Elle se trompe, car dans les rues de Paris, dans les pamphlets, dans les libelles, on ne voit pas une reine outragée. On voit une reine mêlée à une intrigue de bas étage, à des lettres galantes, à des bijoux ruineux. On ne veut pas croire à son innocence. On ne veut plus. Ce n'est plus une affaire judiciaire. C'est une affaire politique. Et désormais, elle échappe à tous ceux qui croyaient la contrôler. Quand le roi comprend que l'affaire du collier ne pourra pas être étouffée, il réalise trop tard son erreur. Il espérait un règlement discret. Mais une affaire mêlant un cardinal, un bijou d'État, des escrocs et une possible atteinte à la couronne ne pouvait être jugée en secret. Le Parlement de Paris en fut saisi. Il voulait discréditer un homme. Il allait offrir à la France entière un spectacle, une fresque judiciaire, une pièce politique aux allures de tragicomédie. Le 22 mai 1786, dans la grande salle du Parlement, le procès commence. 64 magistrats siègent. La salle est bondée, tendue, bruissante. Dans les tribunes, l'élite de Paris, la presse, les diplomates étrangers. On veut voir la chute, on veut sentir le parfum du scandale. Et, en filigrane, on veut juger une reine sans la nommer. Le cardinal, assis sur les bancs des accusés, conserve son calme. Il est bien défendu. Son avocat, Jean-Baptiste Target, plaide avec une éloquence brillante. Il ne nie pas les faits, mais il insiste sur l'essentiel. Le cardinal a été dupé, manipulé par Jeanne de La Motte.
trompé par des lettres falsifiées, des mises en scène, des déguisements. Il n'a rien volé, il a cru, c'est tout. Et ce n'est pas un crime de croire. Les magistrats écoutent, mais dans les couloirs, dans les pamphlets distribués aux portes du tribunal, dans les cafés du palais, c'est la reine qu'on commente. Marie-Antoinette, avec son goût du luxe, ses dépenses frivoles, ses robes, ses fêtes, ses favorites, ses caprices. Marie-Antoinette, qu'on surnomme déjà l'Autrichienne. Peut-on croire qu'elle n'ait vraiment rien à voir avec ce collier? Peut-on imaginer qu'un cardinal ait pu croire une pareille histoire sans un fond de vérité? C'est cela qu'on murmure, c'est cela qu'on imprime. La comtesse de Lamotte, elle, nie tout en bloc. Elle joue les victimes. Elle pleure, elle crie. Elle affirme que la reine savait. Elle prétend avoir été son amie, sa confidente. Elle invente des rencontres, des billets doux. Elle transforme son rôle de manipulatrice en celui de messagère. C'est une pièce qu'elle joue. Et certains y croient. Cagliostro, fidèle à lui-même, tourne le procès à sa gloire. Il parle d'anges, de visions, d'astres. Il jure qu'il a toujours été du côté de la vérité. Il impressionne, irrite, amuse. Et puis il y a Nicole d'Oliva, venue avec un nourrisson dans les bras. Elle pleure, dit qu'elle ne savait rien, qu'on l'a payée pour porter une robe blanche et tendre une rose. Elle émeut les juges. Elle n'est pas poursuivie. Les journées se succèdent. Les témoignages s'enchaînent. Les preuves se contredisent. Mais l'affaire n'est plus une affaire. C'est un symbole. Le symbole d'une monarchie qui perd pied, d'une justice partagée, d'un peuple qui observe. Le 30 mai 1786, le verdict tombe. Le cardinal est acquitté. Pas un mot de blâme. Pas de condamnation. Le Parlement refuse de juger qu'il a offensé la reine en croyant à ses lettres, en croyant à ce rendez-vous. Il a été dupe, non coupable. La salle se soulève. Certains applaudissent, d'autres murmurent. Marie-Antoinette, dans son palais, serre les lèvres. La comtesse de Lamotte, elle, est reconnue coupable. Elle est condamnée à être fouettée en public, marquée au fer rouge d'un V pour voleuse, puis enfermée à perpétuité à la salpêtrière. Son mari est condamné aux galères à perpétuité par contumace. Rétaux de Villette est condamné par contumace. Cagliostro est expulsé de France. Nicole est mise hors de cause. Mais tout cela importe peu, car dans l'opinion, le vrai camouflet est pour la reine. Le Parlement a envoyé un message clair. Ce n'est pas le cardinal qu'on jugeait. C'était la crédibilité de la souveraine. Et elle a perdu. Marie-Antoinette, humiliée, demande au roi d'exiler le cardinal. Il accepte. Il est envoyé dans une abbaye, loin de la cour. Mais déjà, dans les rues de Paris, on entend « Le Parlement l'a blanchi, le roi l'a exilé, et la reine s'est déshonorée. » Le scandale est terminé. Mais son onde de choc, elle, vient à peine de commencer. Dans les jours qui suivent le verdict, Marie-Antoinette marche comme un fantôme dans les galeries de Versailles. Elle, qui pensait laver son honneur par la justice, se retrouve plus seule que jamais. L'opinion publique ne l'a pas crue. Et surtout, elle ne lui a pas pardonné d'avoir voulu punir un homme que tout le monde voyait désormais comme une victime. Dans les salons de Paris, dans les cafés, dans les rues, on parle encore de l'affaire. Pas comme d'un procès, mais comme d'un révélateur. Pour beaucoup, ce scandale prouve ce que l'on soupçonnait depuis longtemps, que la reine est frivole, manipulatrice, étrangère dans tous les sens du terme. Les libellistes, ces imprimeurs de pamphlets, s'en donnent à cœur joie. Les titres pullulent. L'Autrichienne et ses diamants,
les amours secrètes de la reine, la courtisane couronnée. On la représente dans des gravures obscènes, recevant des bijoux contre des faveurs. Le nom du cardinal revient comme un refrain. Les mots « reine »,« vol » se confondent. Peu importe que tout soit faux. Le peuple a décidé que Marie-Antoinette est coupable. Elle ne comprend pas. Elle se croyait intouchable. Elle pensait que la justice suffirait. Mais l'époque a changé. Ce n'est plus la cour qui façonne les réputations, c'est la rue, les rumeurs, les murmures répétés 1000 fois jusqu'à devenir vérité. Goethe écrira plus tard « Ces intrigues détruisirent la dignité royale. L'histoire du collier forme la préface immédiate de la Révolution. Elle en est le fondement. » Jeanne de La Motte, emprisonnée à la Salpêtrière, ne resta pas longtemps derrière les barreaux. En 1787, moins de 2 ans après sa condamnation, elle s'évade. Déguisée en homme, aidée par des complicités, elle quitte Paris en pleine nuit et gagne Londres. Là-bas, elle écrit. Elle publie ses mémoires. Un récit venimeux, mensonger, où elle affirme que Marie-Antoinette a tout orchestré, qu'elle-même n'a été qu'une servante zélée, une amante occasionnelle, une exécutante docile. Le livre fait un tabac. On le lit à voix haute dans les cafés, on le cite dans les cabarets. On en tire des chansons, des caricatures, des pièces de théâtre, et peu importe que tout soit faux. Ce qui compte, c'est que cela sonne juste. Les bijoux, les lettres, la nuit dans les jardins. L'affaire est désormais un mythe populaire, un mythe destructeur. Marie-Antoinette, elle, s'enferme dans le silence. Elle se retire au petit Trianon, entoure son monde d'un cercle de plus en plus restreint. Elle ne se mêle plus à la cour comme autrefois. Elle n'y est plus la reine légère et rieuse. Elle est devenue l'ennemie, l'intruse, l'autrichienne. Elle sent le regard des courtisans changer. Même ceux qui lui étaient proches se montrent distants, prudents. On chuchote sur son passage. On évite ses yeux. On la salue du bout des lèvres. Et pendant ce temps, la colère monte dans le royaume. Le peuple souffre. La crise financière s'aggrave. Les impôts écrasent les campagnes. Le pain manque. Les privilèges choquent. Et au cœur de cette colère, il y a une image, celle d'une reine qui, au lieu d'acheter du blé, aurait voulu s'acheter des diamants. Même si c'est faux, l'histoire est trop belle, trop simple, trop parfaite pour être ignorée. Ce collier est devenu le symbole de l'abîme qui sépare la monarchie du peuple. Et cet abîme, désormais, ne cessera de s'élargir. Le collier n'existait plus. Dispersé, fondu, négocié dans les coulisses de Londres et de Bruxelles, il s'était évaporé comme un mirage. Mais ce qu'il représentait, en revanche, était plus solide, plus lourd que l'or, plus tranchant que le diamant. Le mensonge, la honte et le doute. Marie-Antoinette n'a jamais porté ce bijou. Elle ne l'a jamais demandé, ni vu, ni désiré. Et pourtant, c'est à elle que le peuple l'a accroché, comme une corde autour du cou. À Paris, les salons commencent à se vider de leur frivolité. Les mots changent. On parle d'égalité, de justice, de chute. Les visages s'endurcissent. Les nobles eux-mêmes sentent l'air tourner. Une monarchie millénaire, figée dans les ors de Versailles, vacille sur ses fondations. L'affaire du collier a démontré quelque chose de plus grave encore que le scandale. La parole royale n'a plus d'autorité. Le roi n'a pas su étouffer l'affaire. La reine n'a pas su défendre son image. Le Parlement, en acquittant le cardinal, n'a pas attaqué la couronne, mais il a brisé l'image de son invulnérabilité. Et l'opinion a suivi. Les mots deviennent des armes.
L'image de la reine, déjà ternie par les bals masqués, les dépenses somptuaires et son goût pour l'isolement au petit Trianon, est désormais irrémédiablement associée à la corruption. Un simple collier, jamais porté, devient le symbole d'une monarchie en décomposition. Et pourtant, la reine tente encore d'exister. Elle reprend peu à peu son rôle officiel. Elle veille sur ses enfants. Elle soutient le roi dans ses réformes. Mais rien n'y fait. La défiance est enracinée. Il y a eu trop de silence, trop de faste, trop d'arrogance. Et une femme comme Jeanne de la Motte, mendiante devenue comtesse, menteuse devenue auteure, a suffi à ouvrir une brèche. Peut-être, des années plus tard, dans sa cellule, Marie-Antoinette repensera-t-elle à cette affaire. Au mois de rumeurs, de procès, de caricatures, elle ne dira rien, mais elle saura. C'est là que tout a commencé à s'effondrer. Goethe avait raison. L'affaire du collier, ce faux roman de cour, était plus qu'une escroquerie. C'était un révélateur, une étincelle, le prélude d'un monde qui s'écroule. Et dans ce monde, plus personne ne pourra faire briller un collier sans y voir la lumière d'un trône qui vacille. Merci d'avoir écouté cette histoire. Je vous souhaite bonne nuit et je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires.